Florence, le 16 mai 2004. Une colonne de fumée s'élève du côté du camping Michelangelo. Les derniers mètres le long de l'Arno ont été pénibles. Des rigoles de sueur dégoulinent sous mes aisselles. Les mains sciées par la poignée de ma serviette, je regagne mon hôtel. La nuit est moite. Je passe une chemise hawaïenne, un bermuda sombre et une paire de méduses. Le discours que je viens de prononcer dans la salle d'honneur du palais Pitti me revient tandis qu'un petit chinois me sert un Campari. Mesdames et messieurs, la première mention répertoriée date du premier voyage de Hermann Hesse en Inde et d'un colloque Nietzsche à Sils Maria. Natif de Zurich, Vernon Bulgari, mon père, apparaît dans la correspondance de Grodek, l'auteur du livre du Ça et rival de Freud. Avant la guerre de 14-18, Bulgari passe plusieurs mois au Sainte-Marie de la Mer, où il apprend le catalan et des rudiments de guitare. On ne sait rien de ce qu'il fait durant la Grande Guerre, l'Amérique du Sud, l'Europe centrale, la Turquie, mais il participe à Dada avec harpe et balle, fréquente Ezra Pound et devient bisexuel. En 1929, année de sa rencontre avec Aldington en train de rédiger La mort d'un héros, il écrit son unique nouvelle, Dans la peau de Raspoutine, où il évoque ses relations avec les disciples occidentaux de Nechaïev, le théoricien de la révolution à tout prix, dont Dostoïevski s'inspirera pour ses démons. Rien n'est certain, d'autant que la première édition du texte, parue chez le pauvre Suisse, un éditeur valaisan, s'achève par une mise en garde. Toi qui aspires à changer le monde, détruis toute notion de propriété, toute aspiration personnelle, sache que tu n'as jamais existé. Je saisis mon amaretto par le col et le vide à demi. La suite est à peine mieux connue. En 1938, à la veille de l'entrée des nazis en guerre, l'éditeur nîmois Pierre Redon édite un tiré à part de 300 exemplaires répondant au titre de 10 bonnes raisons pour risquer sa liberté, où mon père adoptif encourage l'honnête rebelle à renverser l'ordre des choses en l'incitant à l'assassinat poétique, au racisme critique et à l'inversion méthodique de tout humanisme mensonger, fondement, selon lui, de la domination des plutocrates sur la nature polyédrique des hommes sans égaux. J'essuie la sueur qui coule le long de mon nez. Son dernier opus doit être publié à Bucarest par un proche du parti Dada communiste. Tuer, voler, désobéir. Conséquence immédiate, la déportation de l'éditeur, l'édition du fascicule en Suède par Bonniers, l'éditeur de Tony Martinson et des écrivains prolétariens, et l'envol de Bulgari pour le Nouveau Monde. Je sens monter en moi une claustrophobie irrépressible. On ne sait pas grand-chose de la période qui mène de l'après-guerre aux années Beat, mais un article intitulé Pousser les bébés au suicide, dernier recours de la liberté d'opinion, paraît en 1954 dans le City Lights Magazine, cher à Laurence Ferlinghetti. D'un âge approchant les 75 ans, l'école de Sydney et certains chercheurs japonais datent sa naissance de 1887, les autres de 1891, un Bulgari écrit à Hemingway avant son suicide, à Miller dès son installation à Pacific Palisades et à Norman Mailer juste avant qu'il ne poignarde Adèle Morales. Quant à Emmett Grogan, le fondateur des Diggers, il prétend lui avoir parlé dans une bottega de Tijuana alors qu'il venait de subir une intervention destinée à échapper à son karma
et à le faire passer pour une vieille femme. C'est ton âge que j'achève ma récitation intérieure. Vu une dernière fois par Jerry Garcia, Bulgarie disparaît au Zaïre la nuit de la victoire de Muhammad Ali sur Foreman, non sans avoir dérobé une partie de la recette. Une trajectoire, comme on le voit, qui n'a pas fini d'alimenter la chronique et fournira longtemps du grain à moudre pour nos collègues et l'avenir de la pensée post-nihiliste. Florence, le 16 mai 2004, à 20h. Dans le hall de l'hôtel Albion, je me reprends et je feuillette Der Spiegel. Papa m'a fait découvrir cet hôtel quand j'avais 8 ans. Dans la rue, j'expire, je soupire. Quel bonheur de n'avoir plus à subir la glose des sémiologues, la spéléologie des relations entre papa et Nechayev, papa et Grodek, papa et Ferlinghetti, à réfuter les soupçons pesant sur ces relations avec une soi-disant sœur de Goebbels en Uruguay, à démontrer qu'il n'a pas participé à la rafle du Veldiv. Plus d'avions pris au vol, plus de taxis bloqués dans les embouteillages, plus de bachotage dans les halls des aéroports. Florence, le 16 mai 2004, à 20h10. Une fois, 10 fois, j'ai refait le calcul. De minuit 7 à 1h21 du matin, il y a 74 minutes. 74 minutes que j'ai passé à gifler un chercheur mondialement connu, mordre l'oreille d'une modératrice, arracher ma serviette des mains du groom et me saouler du côté de Santo Spirit. L'Institut universitaire de Tashkent et les amis de Richard Aldington peuvent bien submerger de convocations la salle de tri de la poste de Marly-le-Roi. Je ne parlerai plus de papa et de ses 10 bonnes raisons de risquer sa liberté. Encore moins de ses rapports épistolaires et ou sexuels avec Germaine Greer. Je fais glisser la fermeture éclair de la serviette fournie par l'organisation. Je fouille à l'intérieur d'une main assurée. 74 minutes. 1h15 pour aller du Palais Petit, où se déroule le colloque, à l'hôtel Albion. Le temps, la durée. Il m'en a fait voir, Vernon Bulgari, mon presque père. Je suis né à Prague, j'ai fait mes études entre Bâle et Paris, mes humanités en Californie, achevé mon master à Wellington, Nouvelle-Zélande. Où est passé mon agenda? Je ne comprends pas. En décembre 1974, le notaire est formel. Papa a disparu au Zaïre. Je suis son unique héritier, le légataire de son œuvre. Je vole de billard en billard, de dialyse en endoectomie. Quelques tours du monde plus tard, me voici claquant une baigne au compte Moji de la faculté de Sienne. Une clameur monte dans la halle des réceptions du palais Pitti. Ceux qui voudraient faire de mon père un pré-nazi me trouveront sur leur chemin, m'exclamai-je en renversant le groom. Je vide le contenu de ma serviette sur la table d'un bar. C'est clair, cette serviette ne m'appartient pas. Florence, le même jour, après 2 heures d'errance, dans un bar. Mimo, le patron du pub de la Via Palazzuolo, me tend une Guinness. Dès que je suis en ville, je passe le voir. C'est un marlou sympa, un compère du bout de la rue. Imagine-toi, tu es marié depuis 20 ans, tu aimes ta femme. Elle fait partie de ta vie, comme ton bras ou comme ta main. Tu l'as dans la peau. Un magicien arrive et il te la change. Tu en as une toute neuve, complètement différente. Ben d'abord, ça te plaît, puis tu as un remords. Qu'avez-vous fait de mon épouse? Où est-elle?
Vous ne lui avez pas fait du mal au moins. Le magicien te regarde, il rigole. Ne t'inquiète pas, la magie noire, ce n'est pas mon truc. Et puis la nouvelle est plus jeune, elle a de belles fesses, elle bouge bien. Relax, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Demande-lui de te faire quelque chose, tu verras, elle est plus obéissante que la tienne. J'ai des difficultés avec le bec de lièvre de Mimo, mais je comprends. Tu ne vois pas où je veux en venir? Une femme, une autre, c'est du passé. On a interverti vos serviettes. Il faut saisir les signes au vol. Bon, c'est ennuyeux. Dans ton sac, il y avait des numéros de téléphone, des adresses de collègues, les coordonnées de petites nanas sympas. Un pan de ton histoire vient de s'effondrer, c'est sûr. Des clients serrent de la table. Aimes-tu les chats? Les chats sont malins, tu sais. Ils font tous quelque chose de très important, les chats. Ils enterrent leurs crottes. Ils savent qu'elles peuvent les trahir. N'oublie pas ça. Ramasser la crotte de ton ennemi, c'est t'emparer de lui, le vaincre de l'intérieur. Et puis il y a une autre chose. A-t-on affaire à une substitution accidentelle ou à un acte de malveillance? Il faut en avoir le cœur net. Qu'est-ce qu'il y a dans ta serviette? De vieilles lettres? Un agenda? Des photos? Un dictaphone? Bah, rien de compromettant, tu es sûr? Il y avait ton adresse quelque part? 20 personnes se sont agglutinées autour de nous. On se croirait dans un film du Giro, à l'arrivée du Giro. Pardon. Remarque, tu as du répondant. Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette de serviette? C'est quoi ces crottes à lui? Je n'ai pas de mal à répondre, je lui décris tout. Il y a 7 cahiers de marque Clairefontaine, 13 blocs-notes, un exemplaire du Corriere Sportivo, le script d'un texte dessiné au théâtre, une enveloppe Kraft contenant le début d'un roman, un nombre indéterminé de chemises et une revue pornographique. Et ça parle de quoi en général? Agacé par l'attroupement qui s'est créé autour de nous, je donne à Mimo le nom qui revient le plus souvent dans la serviette. Baggio ou quelque chose comme ça. Anselmo Baggio, le cardinal proche du pape, ou Christina, la chanteuse lyrique? Roberto, je crois. Roberto Cristiano, alors, le journaliste. Non, non, Roberto tout court. Roberto Baggio, né le 18 février 67 à Caldogno. Roberto Baggio, né à Caldogno. Le nom que je viens de prononcer rebombe de bouche en bouche. Le Rasta, le Loubar, la petite nana acide, tous me regardent comme si j'avais le doigt raide. Mais qui est ce Roberto Baggio? Un chanteur à la mode? Un leader d'opinion? L'ennemi public numéro un? Pourquoi me regarde-t-on comme une bête curieuse? Eh, prof, tu nous fais marcher. C'est comme si mon imbécile de serveur ne connaissait pas le nom de Frédéric Barberousse ou de Soliman le Magnifique. Le gars que tu cites est un phénomène. Quand il était gosse, il plaçait les filles amoureuses de lui sur la ligne de but, il leur mettait un melon sur la tête et hop, il l'enlevait du point de pénalty sans leur faire de mal. C'est pour ça que ses camarades d'école l'appelaient Guillaume Tell. Comment dirait-on? Mais un recruteur est venu quand il avait 11 ans. Ce jour-là, il a marqué 7 buts. Il était au collège et toute l'Italie le connaissait. Mais c'était la promesse des promesses, disait-on sur les journaux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il joue toujours au ballon. Mais malheureux, Robbie ne joue pas au ballon. Robbie, c'est David et Goliath, les travaux d'Hercule, les mille et une nuits, le Mahabharata. Et qu'est-ce qu'il a à voir avec Florence, votre gaillard? Une vingtaine de regards se posent sur moi. Je n'ai rien contre ces aliénés qui aiment le foot, mais je suis proche de Borges qui organisa une conférence sur la mort le jour du match d'ouverture de la Coupe du Monde en Argentine en 78, ou de papa qui supportait uniquement les clubs fondés un 1er mai en souvenir du jour où la police avait massacré une centaine de syndicalistes à Chicago. Ce que Robbie a à voir avec Florence, ben, tout le monde se rappelle de son arrivée à Salamazzano. On aurait dit un angelot déchu, un poussin blessé.
Il était si mignon avec son air effarouché et ses béquilles. Mais Florence aime les héros, vous le savez bien. Bon, tout le monde ne l'entendait pas de cette oreille. Les dirigeants de la Fiorentina avaient déboursé 2,7 milliards livres pour la voir, le poussin boiteux. Alors, dans les couloirs, ça toussait un peu. Les dirigeants, ça me retourne rien que m'en parler, des nobliaux du BTP partis pour contester la suprématie de l'Empire Fiat, des insolents qui appelaient Giovanni Agnelli le mécano. On peut être assez fou pour dépenser 3 milliards pour une paire de béquilles. Mais vous n'êtes pas en France, prof. Ici, les capitaines d'industrie sont complètement dingues. Il n'y a qu'à voir Berlusconi, Moratti, Gauchi, le scandale Parmalat, les Pontello, bien sûr. Les Pontello. Mais oui, ces benets voulaient qu'on les aime. Notre Fiorentina et leur danseuse, au début, on a vu le comte et sa cour casser la croûte avec les excités des virages. Oh, ça n'a pas duré longtemps. Passé l'état de grâce, les flics montaient la garde autour de leur palais. Entre la grande équipe des années 60 et l'époque de Robbie, on en a vu de toutes les couleurs ici. Que d'argent jeté par les fenêtres. On a même eu droit à un docteur en médecine brésilien qui prônait l'autogestion. Et pourquoi il boitait, votre enfant prodige? Ça n'est pas très malin de miser sur un cheval cagneux. Prof, vous connaissez l'histoire d'Orphée? Vous vous souvenez qu'Eurydice, sa promise, est piquée par une vipère le jour de leur mariage? Eh bien, 2 jours après avoir signé pour nous, lors de son dernier match à Vicenza, Robbie se jette sur un adversaire et craque. Son genou se désintègre. La malchance ne l'a jamais épargné. Il est passé 6 fois sur le billard. Bah, à cet âge-là, on guérit vite. On aurait aimé, d'après les médecins qui l'examinent, il n'a plus qu'à retourner dans l'atelier de son père, le Robbie. C'est un coéquipier qui lui souffle le nom d'un chirurgien de chez vous, le professeur Bousquet. À l'époque, les genoux, c'était pas de la rigolade. Une déchirure et tu étais bon pour le remblai. Et alors? Alors, il est tellement déprimé qu'il en oublie de porter ses chèques à la banque. Le soir, pendant que ses coéquipiers filent en ville, il garde la chambre et il souffre le martyre. La deuxième année, on l'empère encore. Le serveur pose sa main sur l'épaule de son boss qui l'envoie paître. Ça ne fait rien. Florence l'aime, Florence croit en lui. Dans les bars et dans les épiceries, on sent que Robbie est un envoyé du ciel. On l'invite à jouer au baby-foot, on lui paie des cafés. En mai 87, après 2 années de calvaire, il marque un coup franc superbe sous les yeux de Maradona. Tu connais Maradona quand même. Un but qui assure le maintien de la Fiorentina devant 80 000 Napolitains admiratifs. Au début de la saison suivante, il laisse la moitié du Grand Milan sur les fesses et marque un but d'anthologie. Ben, Robbie est Dieu, il fait monter les filles au plafond, il fait rêver les garçons. Hélas, le comte décide de se débarrasser de son ami en culotte courte pour récupérer sa mise. Le ciel lui tombe sur la tête. 3 jours d'émeutes, des centaines d'arrestations, des dizaines de blessés, du jamais vu en Europe pour un footballeur. Page 25, puisqu'on est entre nous. Profitant que Mimo règle un problème de pression, je passe mes connaissances footballistiques en revue. Il me vient Tsindelar, un juif autrichien gazé pour avoir refusé de jouer avec l'Allemagne nazie, Pushkas, que le vieux appelait le major galopant et qui avait fui les barricades de Budapest, Pelé Didi Vava pour le folie, Garincha, l'oiseau aux jambes torses, et Best, avec qui j'avais pris une cuite à Notting Hill du temps où il était le 5e Beatles. Sans parler de l'attaque française de 58, Vincent Piantoni, Fontaine, Coppa. Enfin, en me creusant bien, il me revenait la figure d'Andrade, un Uruguayen qui avait fait craquer le tout Paris après les Jeux Olympiques, et Cruyff, qu'on avait surnommé l'Orange Mécanique. Un colosse au torse nu s'avance vers ma table. Il n'a pas l'air commode. Dis, machin, tu tiens pour quelle équipe, toi? Pour le Torino? Tout ce que je sais du Torino me vient de l'article de Buzzati consacré à la catastrophe aérienne de Superga. Mimo
me tire d'embarras. Faites attention, prof. Quand vous parlez italien, on dirait un piémontais. Ça va vous attirer des ennuis. Ben, pourquoi ce type me demande si je suis pour Torino? Il prêche le faux pour savoir le vrai, prof. Il veut savoir si vous tenez pour les Gorbi. Pour les Gorbi? Ben, Gobo, ça veut dire bossu, n'est-ce pas? Mais les bossus sont les gars de la Juventus, nos ennemis jurés. Mais ceux de Torino, ils sont piémontais aussi, non? J'y comprends plus rien. Les taurinistes détestent les bossus autant que nous. Ils les combattent à mort. C'est pour ça qu'on les aime. Le numéro de Mimo fait son effet, mais pas autant que mon ignorance. Une nana couverte de pins s'installe à notre table. C'est vrai que vous connaissez pas Robbie? Ben, j'en entends parler pour la première fois. Vous ne l'avez jamais vu jouer? Ben, je ne savais même pas qu'il existait. Mais vous travaillez où? Sur une plateforme de forage à Mururoa ou quoi? Ouais, elle commence à m'agacer, la minette. Je lui réponds que c'est la faute au vieux Bulgari qui, s'il avait joué au foot, eût recommandé l'usage d'une troisième cage et d'un ballon carré pour équilibrer le rapport de force et donner sa chance au hasard. La môme ne mollit pas. Est-ce que vous vous rendez compte que Robbie est un bienfaiteur de l'humanité? C'est un peu exagéré, non? Ah, j'ai compris. Vous faites partie de cette classe d'intellectuels qui pensent que le football est réservé à la populace. Eh bien, sachez que Zeffirelli voulait Robbie dans son Jésus de Nazareth, que Brian Brett, le poète canadien, lui a consacré un poème digne du Kaddish d'Allen Ginsberg, que Zucchero a écrit pour lui le tube Baila et Lucio Dalla le morceau Baggio Baggio. Quant à Eduardo Galeano dans Soli Sombre del football mondial, il dit de lui: ces transalpins allient les citations comme si leurs footballeurs étaient des peintres ou des poètes. Un rasta tout violet s'en mêle. Excuse-moi, Poupette, la vérité c'est que ton héros nous a laissé tomber et qu'il s'est vendu à la Juve. Il les a bien mérités, ces surnoms de Judas des Judas et de Super Girouette. C'est un tissu de mensonges. Tout est la faute du comte Pontello. Il s'est dégonflé au premier chèque. Elle a raison, le club a bradé Baggio en le faisant passer pour un traître. Il n'avait qu'à accepter de diviser son salaire par deux, et même par 10. Comment se fait-il que ces fiottes de footballeurs gagnent en une heure ce que je gagne en un an? Justement, t'accepterais, toi, de réduire ta paie pour en faire cadeau à des milliardaires qui te méprisent? C'est la faute à Caliendo, son agent. Il a fait monter les enchères pour gratter ses 10%. D'ailleurs, il avait déjà signé pour le Milan, Baggio. Un gosse s'en mêle, son fanta à la main. Je suis de Sesto. Mon frère était avec Fantapiù et Cecchigori quand ils ont essayé de convaincre Romy de rester. Les Pontello ont dit que s'ils assistaient, ils feraient une équipe spéciale pour descendre en série B. Romy ne voulait pas partir. Sa femme était ma voisine. Elle courait les magasins pour meubler la maison qu'il venait d'acheter. Vous êtes vraiment des naïfs. Romy a dit qu'il resterait. Il voulait l'écrire sur tous les murs. Résultat, il s'est barré avec ses milliards et il nous a laissé le nez dans la mouise. Une Guinness, un tour aux toilettes, et j'échappe au marquage à la culotte des enragés de la balle ronde. Effet de l'âme latine ou dégâts collatéraux produits par le génie, Roberto Baggio, appelons-le RB, vient d'entrer dans ma vie.